Il est 13 h, bonjour et bienvenue sur France 24, c'est Paris Direct, on est ensemble pendant 1 heure. Voici les titres de ce jeudi 31 mai 2018. À la une de cette édition, Sergueï Lavrov est à Pyongyang. Le chef de la diplomatie russe s'est entretenu avec Kim Jong-un. Notre correspondante Natacha Vesnitch sera en direct depuis Moscou. En parallèle, Kim Jong-chol est à New York pour remettre sur les rails la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. 18 ans qu'aucun haut responsable nord-coréen ne s'était rendu aux États-Unis. La motion de censure contre Mariano Rajoy en Espagne, déposée par le socialiste Pedro Sanchez, elle sera débattue pendant 2 jours, ce jeudi et ce vendredi. Le chef du gouvernement est affaibli depuis la condamnation de son parti dans un procès pour corruption. Peut-elle aboutir? On posera la question à Margot Subra-Gomez, elle est à Madrid pour France 24. Et puis c'est une nouvelle étape dans la guerre de l'information. Reporters sans frontières se dit indigné après la manipulation des services de renseignement ukrainiens, eux qui ont mis en scène la mort du journaliste russe anti-Kremlin Arkady Babchenko. Même sa femme n'avait pas été mise dans la confidence. C'est sa première visite à Pyongyang depuis 2009. Sergueï Lavrov est arrivé ce jeudi dans la capitale nord-coréenne. Le chef de la diplomatie du Kremlin a été reçu par Kim Jong-un en personne. Dans 2 semaines, Donald Trump doit a priori rencontrer le dirigeant nord-coréen à Singapour. Une chose est sûre, dans cette période d'effervescence diplomatique, la Russie veut tirer son épingle du jeu. Bonjour Natacha Vesnitch, vous êtes notre correspondante à Moscou. 2 entretiens étaient au programme de Sergueï Lavrov à Pyongyang. Le premier avec son homologue, le deuxième donc avec Kim Jong-un. Oui, Kim Jong-un qui a demandé à Sergueï Lavrov de transmettre ses salutations chaleureuses et amicales à Vladimir Poutine et qui a tenu à préciser que malgré son agenda chargé, il avait tenu à recevoir le chef de la diplomatie russe car la Russie était un ami formidable. Bref, vous l'avez compris, hein, ce sont les mots de Kim Jong-un qui à Sergueï Lavrov qui a donc invité à son tour le dirigeant nord-coréen à venir en Russie très bientôt. Ces petites phrases qui ont été prononcées devant la presse et plus généralement la venue de Sergueï Lavrov en Corée du Nord montrent bien que la Russie avance ses pions à un moment où les 2 Corées sont en train de se rapprocher et où il est question d'un accord historique entre les États-Unis et la Corée du Nord. Sergueï Lavrov l'a dit, la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne ne se fera pas en un jour, mais il a plaidé pour une levée des sanctions à l'encontre de Pyongyang, car sans cette levée de sanctions, a-t-il dit, il n'y aura pas de solution au problème nucléaire dans la péninsule coréenne. Un discours, Natacha, qui, on l'imagine, a dû plaire à Kim Jong-un. Pourquoi la Russie, finalement, a-t-elle tant intérêt à jouer un rôle dans ce processus ? Eh bien d'abord, la Russie veut peser sur la scène internationale et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle veut jouer un rôle dans ce dossier majeur. Elle sait que Washington et Pékin seront les principaux acteurs dans le processus de dénucléarisation, mais Moscou veut tout de même faire entendre sa voix et ne pas se faire éclipser par l'initiative américaine. Ensuite, il faut bien comprendre que la péninsule coréenne se trouve tout près de Vladivostok. La Corée du Nord a même une frontière avec l'extrême-orient russe, donc Moscou n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une escalade de la violence entre les 2 Corées. Et puis la Russie y voit aussi son intérêt économique avec plusieurs projets. Il y a celui d'un pipeline transportant du gaz russe en Corée du Sud, mais en passant par la Corée du Nord. Et puis également celui d'un train entre les 2 Corées qui pourrait rejoindre le transsibérien. Bref, vous l'avez compris, Moscou a tout intérêt à voir une péninsule coréenne pacifiée, apaisée, dénucléarisée. Natacha Vesnitch, correspondante de France 24 à Moscou. Merci beaucoup Natacha pour toutes vos précisions. Et en parallèle, le bras droit de Kim Jong-un a dîné hier à New York avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Les 2 hommes s'étaient vus à Pyongyang le mois dernier, en ligne de mire bien sûr, le futur sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen. Il est prévu, je vous le rappelle, pour le 12 juin prochain à Singapour. Mais aura-t-il bien lieu? C'est tout l'enjeu de ces nouvelles discussions. Julien Cheida.
C'est la première visite d'un haut responsable nord-coréen aux États-Unis depuis 18 ans. En rencontrant Mike Pompeo, Kim Jong-chol est venu tenter de remettre sur les rails le sommet de Singapour. Après l'avoir annulé, l'administration américaine semble toujours ouverte au dialogue. Nous continuons de préparer la rencontre entre le président Trump et le leader nord-coréen. Comme le dit le président, si la rencontre a lieu, nous serons prêts. Bras droit de Kim Jong-un et chef des services secrets nord-coréens, Kim Jong-chol est un poids lourd du régime de Pyongyang. Au cœur des discussions pendant 2 jours, la question centrale de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Un sujet qui continue de diviser les deux parties. Washington réclame une dénucléarisation totale et irréversible, quand Pyongyang rejette tout désarmement unilatéral. L'avenir de la péninsule coréenne est cette semaine au cœur d'un ballet diplomatique. Des discussions se tiennent également dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. En Italie, la crise politique couvre près de 3 mois après la tenue des législatives. Le pays n'a toujours pas de gouvernement. Hier, nouveau rebondissement, Luigi Di Maio, le chef de file du mouvement 5 étoiles, il a relancé l'idée d'un gouvernement d'union avec la Ligue, le parti d'extrême droite. Cela avait pourtant été refusé par le président Sergio Mattarella la semaine dernière. Chargé de former un gouvernement uniquement technique, Carlo Cottarelli a lui suspendu la formation de son équipe pour laisser justement une chance à ces dernières tractations. Une impasse politique dont beaucoup en Italie peinent à voir l'issue. Nos équipes se sont rendues à Rome, où vous allez le voir, la population est excédée, et ce, quelle que soit son opinion politique. C'est un reportage de Karim Yaoui, Chris Moore et Abdallah Malkaoui. Dans la chaleur de l'après-midi, les brumisateurs apportent un peu de fraîcheur. Les Romains semblent détendus, mais dans tous les esprits, sur toutes les lèvres, la crise politique que traverse le pays, la pire depuis des années. Nous, les Italiens, on pensait qu'avec les élections, on allait mettre fin à cette période de chaos. Avec un nouveau gouvernement qui puisse offrir à l'Italie de nouveaux défis. Nous sommes très préoccupés parce qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Mettez-vous à la place de personnes qui vivent dans l'incertitude économique. Des gens qui vivent dans la pauvreté. Des gens qui n'ont tiré strictement aucun bénéfice des gouvernements précédents, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et maintenant, on leur dit qu'ils vont avoir un gouvernement de technocrates qu'ils n'ont pas choisi. Dans les couloirs du journal Il Fatto Quotidiano, les unes racontent les soubresauts d'une vie politique mouvementée. Depuis les années 90, l'introduction progressive de la proportionnelle a mis fin à des décennies de partis quasi uniques. Elle a aussi favorisé l'émergence des partis populistes et antisystèmes. À l'extérieur de l'Italie, on a l'impression que ça change sans cesse. En réalité, le parti de gouvernement de 1948 à 1992 a toujours été la démocratie chrétienne. En Italie, on l'appelait la Mamma démocratie chrétienne. Elle était la Mamma de tous les Italiens. Les banques et Bruxelles préféreraient sans doute avoir affaire à une Mamma sur le déclin qu'à la Ligue du Nord ou au mouvement 5 étoiles qui défie l'Europe. Pour cet économiste, l'Union européenne a une part de responsabilité dans le succès des partis eurosceptiques. La vérité, c'est qu'il y a un grand malaise sur la façon dont fonctionnent les choses en Europe. Ça ne signifie pas qu'on veut sortir de l'Europe, ça signifie qu'on veut changer les règles. Certaines règles, certains traités avantagent depuis trop longtemps certains pays du nord de l'Europe, au détriment des pays du sud. Si ça ne change pas, je crois que les partis populistes continueront à gagner. Quelle que soit l'évolution de la situation politique en Italie, l'Europe devra faire avec le poids grandissant des partis dits anti-système. Mariano Rajoy le répète à l'envi, il ne démissionnera pas de son poste. Pendant 2 jours, le chef du gouvernement espagnol fait face à une motion de censure. Elle a été déposée par l'opposition socialiste. Le vote est prévu pour demain. On retrouve à Madrid notre correspondante Margot Subra-Gomez. Bonjour Margot, quels sont les différents scénarios qui peuvent émerger de ces débats ?
Bonjour Florent, eh bien écoutez, quelle que soit l'issue du vote de demain, en tout cas sachez que la situation, la conjoncture politique en Espagne sera changée la semaine prochaine. Si on fait un peu de politique fiction, une fois n'est pas coutume, disons que 3 scénarios sont possibles. Alors premier scénario, Pedro Sánchez, le chef des socialistes, parvient à faire adopter sa motion de censure. Ce serait la première fois dans l'histoire de la démocratie espagnole. Il deviendrait alors président du gouvernement en lieu et place de Mariano Rajoy et pourrait entrer en fonction très rapidement dès ce lundi. Il a averti, il formera un gouvernement 100% socialiste pour les prochains mois et convoquerait probablement avant la fin de l'année des élections. Autre scénario, la motion ne passe pas, elle est rejetée. N'allez pas croire pour autant que cela renforce le parti populaire de Mariano Rajoy. Bien au contraire, cela va attiser les autres partis d'opposition. Podemos a d'ores et déjà annoncé qu'il déposerait très prochainement, peut-être la semaine prochaine, une autre motion de censure. Enfin, Mariano Rajoy pourrait décider de prendre ses opposants de vitesse et de convoquer des élections anticipées. Il resterait alors en place jusqu'à ce qu'elles soient célébrées, probablement dans le courant de l'été ou à l'automne prochain. Margot, la question qui est bien sûr sur toutes les lèvres, c'est est-ce que cette motion de censure a des chances d'être adoptée ? Tout est possible, tout est ouvert, rien n'est joué, ce n'est pas moi qui le dis, mais des membres du Parti populaire de Mariano Rajoy, c'est dire si l'exécutif ici est fébrile. La possibilité que Pedro Sánchez remplace Mariano Rajoy à la tête du gouvernement relève de moins en moins de la fiction ici à Madrid. Pour faire adopter sa motion, vous l'avez dit, il a besoin de la majorité absolue des députés du Congrès, c'est-à-dire 176 voix. Cette nuit, chaque camp a recompté ses soutiens, ses voix dans les couloirs du Congrès. Il semble que Pedro Sánchez puisse d'ores et déjà compter sur 175 élus, bien sûr les socialistes de son camp, mais aussi les députés de Podemos et également les indépendantistes catalans. Il ne manque dès lors que les voix du parti nationaliste basque qui restent encore indécis. Donc nous, on a regardé ici les débats depuis ce matin. Je peux vous dire que pour les convaincre, ces nationalistes basques, Rajoy n'a pas hésité à jouer ses dernières cartes. Il a agité le chiffon rouge, celui de l'ingouvernabilité du pays, du chaos que représenterait un gouvernement socialiste avec à sa tête Pedro Sánchez. Margot Subra Gomez en direct de Madrid. Merci beaucoup Margot pour toutes vos précisions. Les autorités ukrainiennes persistent et signent. Depuis hier, elles sont pourtant sous le feu des critiques pour avoir mis en scène la mort du journaliste anti-Kremlin Arkady Babchenko. Il était en réalité bien vivant. Reporters sans frontières se dit indigné. Ses amis, eux, ont retrouvé le sourire. Alors, dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le journaliste à Kiev? La correspondance de Gulliver Krag. Alors, Arkady Babchenko s'est exprimé sur certains réseaux sociaux, pas publiquement, mais dans des groupes où il y a des amis à lui et certains journalistes. J'ai pu voir certains de ses commentaires. Il semble être dans un état d'esprit assez perturbé, assez en colère. Heureux, bien sûr, d'être en vie et certain qu'il y avait vraiment un complot de l'assassiner et qu'il est très reconnaissant envers les services de renseignement ukrainiens d'avoir monté ce coup pour non seulement sauver sa vie à lui, mais attraper le commanditaire de cet assassinat. Et donc il répond aux questions que des journalistes posent. Pourquoi vraiment c'était nécessaire d'aller aussi loin, de tenir en secret jusqu'à sa femme, par exemple. Il répond avec un certain colère. Il n'a pas très envie de répondre, même aux questions de la comité de protection des journalistes. Il a dit « j'ai jamais entendu parler de cette organisation, ça ne m'intéresse pas ». Voilà. Il y a cet esprit-là qu'il est assez perturbé et surtout il dit qu'il était absolument et pleinement convaincu que le complot existait réellement. Il a parlé des documents qui lui ont été présentés, des scans de son passeport, de ses précédents passeports, des choses comme ça, les éléments qui l'ont vraiment, qui l'ont persuadé qu'il fallait coopérer avec les services de renseignement ukrainiens et que c'était cela la seule option. Les Européens redoutent l'annonce. Donald Trump devrait officiellement instaurer dans la journée des droits de douane sur l'acier et l'aluminium européen, des taxes américaines qui seraient, je cite, injustifiées et dangereuses. Propos de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qui appelle Washington à faire preuve de sagesse. Julien Cheida. Une poignée de main polie, mais un sourire figé pour Bruno Le Maire. Car à Bercy, ce matin, le secrétaire d'État américain est certainement venu lui annoncer ce que l'Union européenne redoute, la mise en place des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Des taxes qui s'élèvent respectivement à 25 et 10%.
Ces mesures concernent aussi le Canada et le Mexique. Et ce scénario, Emmanuel Macron veut l'éviter à tout prix. Les réponses unilatérales et les menaces de guerre commerciale ne régleront rien des graves déséquilibres du commerce mondial. Les derniers qui ont mené des guerres commerciales bilatérales, parfois les mêmes, ont vu les prix augmenter et le chômage monter. Le président français propose une réforme de l'Organisation mondiale du commerce et l'instauration de nouvelles règles commerciales. La réforme inclurait évidemment les États-Unis, mais Washington balaye cette proposition de la main. Nous avons tendance à favoriser le bilatéralisme au multilatéralisme dans nos négociations pour plusieurs raisons précises. Tout d'abord, les négociations multilatérales prennent énormément de temps avant d'aboutir à des résultats. Et notre conception de l'urgence est loin de l'idée de 6 ou 8 années de négociations. En cas d'instauration des droits de douane, Bruxelles envisage en réponse de taxer plusieurs produits américains, comme les jeans ou le beurre de cacahuète. C'est un énorme coup de tonnerre dans le monde du football. Zinedine Zidane, le coach français du Real Madrid, a annoncé son départ du club merengue. Vous le voyez, il donne actuellement une conférence de presse. Zinedine Zidane, joueur de légende bien sûr de l'équipe de France, a remporté les 3 dernières Ligues des Champions avec le club de Madrid, ce qui porte à 13 le nombre de succès dans la plus importante des compétitions européennes. Zinedine Zidane qui devrait bien sûr annoncer dans les minutes qui viennent peut-être sa prochaine destination. Peut-être va-t-il prendre un peu de temps pour lui. Je vous le rappelle qu'il a donc gagné un championnat aussi l'année dernière, le championnat d'Espagne. Ajouté à cela 3 Ligues des Champions. Il était arrivé sur le banc du Real le 4 janvier 2016, 2 ans et demi donc très rempli de succès donc à la tête de cette équipe madrilène. Nous suivrons bien sûr cette conférence de presse et nous vous donnerons bien sûr tous les détails dans notre prochaine édition. Et on va passer tout de suite à l'actualité sportive. C'est tout en images. Regardez. À Roland-Garros, Gaël Monfils se qualifie pour le 2e tour après sa victoire en 3-7 et sans difficulté aux dépens de Klizan. Il affrontera Goffin au prochain tour. Ça passe également pour Chardy qui réalise la performance en éliminant en 5-7 le très solide Thomas Berdych, 20e joueur mondial. J'ai beaucoup de réussite, honnêtement. Aujourd'hui, j'ai pas fait un match superbe. J'ai joué un mec qui a joué pendant 2 sets tout seul. Pourtant, j'ai essayé de lui donner. Je me suis tordu le genou. J'ai pas dormi de la nuit. Ça fait 2 jours, j'ai de la fièvre. Je suis malade. Je pense que ça s'entend. Donc, tu vois, même moi, je suis étonné. Tu vois, donc voilà, je prends. Mais c'est comme j'ai dit à Lyon. Hein, j'ai dit, honnêtement, j'arrive sans. Avec la vérité, pas de confiance, mais si j'ai un peu de chance, bah je prends. Bah là, j'ai un peu de chance, bah je prends. Dans les autres résultats, ça passe sans difficulté pour Djokovic qui élimine en 3-7 Mougnard. Alexander Zverev, tête de série numéro 2, a eu besoin de 5 manches pour sortir Lajovic. Gilles Simon s'en sort en 4-7 pour éliminer l'Américain Sam Querrey. Pouille affrontera aujourd'hui Norrie et mène 2 manches à 1. À suivre également le duel entre Del Potro opposé à Bento Urkaz défie Cilic. Richard Gasquet va tenter de rallier le 3e tour contre Jaziri. Chez les femmes, match qui a tenu toutes ses promesses. Centralisé Cornet, Parmentier qui ont eu besoin de 3 heures de jeu pour se départager. La Niçoise s'empare du premier set au tie-break et pense avoir fait le plus dur, mais Parmentier s'accroche et va finalement remporter les 2 manches suivantes pour filer vers le 3e tour. Dans les autres résultats, à noter la qualification sans problème de Petra Kvitova aux dépens d'Arroa Barrena. Madison Keys s'en sort en 2 manches contre Dolide. Elina Svitolina accède également au 3e tour, tout comme Caroline Wozniacki. Aujourd'hui à suivre, la numéro 1 mondiale Simona Halep contre Townsend. Caroline Garcia sera opposée à Peng. Fiona Ferro défie Garbinier Muguruza. Enfin, Serena Williams doit confirmer son retour en forme contre Ashley Barty. Et on repart tout de suite à Madrid où Zinedine Zidane vient d'annoncer son départ du Real Madrid. Le coach français, légende du sport français bien sûr, avec une Coupe du Monde et un Euro remporté en 1998 et 2000, quitte donc le club merengue. Il était arrivé sur le banc du Real le 4 janvier 2016. On va l'écouter et on va vous traduire tout cela en direct.
Je suis la personne du club. Je n'ai pas oublié les moments difficiles, des très bons moments. Et on a terminé avec un moment spectaculaire, avec une 3e Ligue des Champions consécutive. On a fait une bonne saison. Ça te fait réfléchir. Je crois que c'est le moment. Les joueurs ont besoin de changement. Ils m'ont beaucoup remercié et moi aussi j'aimerais beaucoup les remercier, les joueurs. Car sur le terrain, c'est pas facile pour eux. C'est un club très exigeant. L'histoire de ce club est très importante. Et nous, les joueurs, les entraîneurs, nous voulons être derrière, nous voulons l'appuyer, nous voulons la continuer, cette histoire. Qu'est-ce que je peux leur demander de plus à mes joueurs ? C'est le moment pour eux d'avoir un autre discours. C'est la meilleure manière de gagner une nouvelle fois. Voilà donc pour cette première déclaration de Zinedine Zidane en direct sur l'antenne de France 24. Zinedine Zidane qui est donc à côté de Florentino Pérez, son président, qui le considère, on peut le dire, comme son fils spirituel. Il lui avait confié la réserve du Real Madrid, la Castilla, juste avant de prendre les rênes de l'équipe première. On écoute Zinedine Zidane. Je n'ai pas parlé directement avec les joueurs, mais tout l'effectif le sait que je vais partir. Je vais parler, pardonnez-moi, avec les capitaines, avec Sergio Ramos. Sergio Ramos, bien sûr, dans l'actualité, après avoir blessé Mohamed Salah lors de la finale de la Ligue des Champions. Voilà Zinedine Zidane qui va continuer sa conférence de presse. Ça doit être un moment très dur pour lui, puisque le Real Madrid, c'est son club de cœur, le club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions un soir de 2002. Zinedine Zidane qui a donc remporté la Ligue des Champions comme joueur avec le Real Madrid, comme entraîneur adjoint avec le Real Madrid et comme entraîneur 3 fois de suite. C'est donc bien sûr un palmarès inédit qu'a Zinedine Zidane dans le club merengue. Et vous voyez à l'antenne Florentino Pérez qui vraiment le considère comme un fils. No lo sé, no estoy pensando en eso, el discurso, estas. Je ne passe pas à mon discours que je vais faire. Après 3 ans, c'est ma décision. Je peux me tromper. Il y a beaucoup de gens qui peuvent penser autre chose que moi aujourd'hui. Mais je crois que c'est le moment. Si je ne vois pas clairement que l'on va continuer à gagner, au fur et à mesure de la saison, il peut tout se passer. Mais si je ne vois pas les choses aussi clairement qu'avant, il arrive un moment où le mieux, c'est de changer. Voilà pour cette déclaration très forte de Zinedine Zidane. Le moment est venu de changer, c'est ce que nous dit le Français aujourd'hui en annonçant son départ du Real Madrid. Dices que hay que cambiar cosas, metodología, después del éxito que has tenido en estos 2 años. Là, le journaliste espagnol lui pose des questions sur son entraînement, sur sa gestion du groupe. Est-ce qu'il faut changer beaucoup de choses? On rappelle que le Real Madrid n'a recruté personne l'été dernier et qu'il a perdu James Rodriguez et Alvaro Morata, tous deux partis sans renfort. Je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas parler de mon effectif. Mon effectif a démontré ce qu'il valait. Il a démontré dans les dernières années. Et ce qui va arriver pour ce club, ce n'est pas à moi d'en parler. C'est tout. Hola. ¿Qué tal? Zidane, Rubén Cañizares de ABC. Quería hacerle un par de consultas. La primera ha dicho que ha hablado con. Je voudrais vous faire traduire le journaliste qui veut poser des questions à Zinedine Zidane. Qu'est-ce que vous a dit Sergio Ramos, votre capitaine? C'est ce que a envie de savoir ce journaliste espagnol. Est-ce que Sergio Ramos a essayé de vous convaincre de rester au Real Madrid? On sait que les deux hommes ont une relation bien sûr très forte.
Zinedine Zidane vient d'annoncer qu'il n'entraînerait pas dans une autre équipe, en tout cas tout de suite. Le message, c'est à l'effectif que j'ai envie de l'envoyer. À tout mon effectif. Comme toujours, comme capitaine, comme personne, Sergio Ramos le sait, j'ai joué avec lui. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Et il respecte ma décision. Non, il m'a dit tout simplement bonne chance. Et moi, j'ai parlé de ce que représente Sergio Ramos pour le Real Madrid, le capitaine. C'est un joueur formidable, phénoménal. Ce fut un plaisir de partager ces 2 ans et demi avec lui. Autre question d'un journaliste espagnol. Est-ce que vous allez rester jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire la fin du mois de juin? Vous avez pourtant déclaré que vous alliez toujours vous battre pour ce club. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? 4 mois après votre déclaration, qu'est-ce qui a changé, Zinedine Zidane? Non, rien n'a changé. C'est une réaction naturelle après certaines années. Quand je t'ai dit cela, quand je t'ai dit cela il y a 4 mois, je ne pensais pas à partir, c'est la vérité. Je peux le dire, mais dans ma tête, il peut y arriver, il peut y avoir d'autres choses dans ma tête. Il peut se passer tout dans ce club. L'important, c'est de vivre au jour le jour. Et le jour le jour, c'est fini pour moi. Après 3 ans, c'est le moment. Pour beaucoup de raisons. Il n'y a pas qu'une seule. Je suis fatigué d'entraîner. Une déclaration très très forte de Zinedine Zidane qui se dit donc fatigué. Pour que ce club continue à gagner, il me semble que c'est le moment pour lequel je devrais m'en aller à ce moment-là. On vous laisse écouter la question en français. La question que je voudrais te poser, c'est pourquoi as-tu décidé, après 9 titres gagnés, 2 ans et demi simplement sur le banc du Real Madrid, de quitter ce club? Est-ce qu'il y a une raison en particulier ou est-ce qu'il y a plusieurs raisons qui se sont accumulées? Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu pourquoi tu arrives à un moment à prendre cette décision et sur laquelle même le président n'a pas pu te faire changer d'avis? Merci. Ouais, mais c'est pas... C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand il arrive, à un moment donné, il y a une étape, il y a un moment qui se vit, on le vit à fond, pleinement. Et à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter et se dire que ce que je veux pour le bien aussi de cette équipe, de ce club, c'est que je veux qu'il continue à gagner. Et je pense sincèrement qu'avec moi, ça aurait été peut-être compliqué. On l'a vu de toute façon que gagner par rapport au championnat, par rapport à la coupe, il y a eu des bons moments, mais des moments difficiles. Et moi, je les oublie pas, ces moments difficiles. Et ça, quand tu es dans ce club, il faut juste le savoir. Et si c'est pour vivre une autre saison avec des moments où à la fin ça se passe pas bien, non, je veux pas ça, moi. Moi, ce club, je l'ai dans mon cœur. Je veux terminer cette étape. Elle s'est terminée bien quand j'étais joueur. Elle se termine bien que je suis entraîneur. Et ça sera toute la vie comme ça. Et donc ça, c'est mon intelligence pour dire que c'est le moment. Enfin, je pense. Je me permets de dire ça, mais voilà. ¿Qué tal por aquí? Diego Miguel Fernández de Deportes 4. Han sido Autre question d'un journaliste espagnol. Como entrenador del Real Madrid. Han pasado muchas cosas, a pesar de ser corto el periodo de tiempo, muchas de ellas buenas. Le quería preguntar. Il s'est passé beaucoup de choses durant cette année.
Et nous avons un petit problème technique, malheureusement. La correspondance, la liaison avec cette conférence de presse a été interrompue. Néanmoins, on retrouve tout de suite notre correspondante à Madrid. C'est évidemment une annonce très inattendue de la part de Zinedine Zidane. Margot Subra-Gomez, on vous retrouve dans la capitale espagnole. Personne ne s'attendait à une telle décision aujourd'hui de Zinedine Zidane. Oui, bonjour, absolument. C'est une surprise totale ici à Madrid, vous l'imaginez. Zinedine Zidane était accueilli en héros dans la capitale espagnole il y a seulement une semaine. Il ramenait le 13e titre du Real en Ligue des Champions. Il faut dire qu'il a l'un des plus gros palmarès du foot mondial, à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc en ce moment, il donne une conférence de presse. Vous en avez diffusé un extrait pour expliquer les raisons de son choix. Il a dit que pour continuer à gagner le club, ce grand club qu'est le Real Madrid, avait besoin de changements. Et lui aussi, sur un plan plus personnel, a-t-il confié. Tout le monde ici est très surpris. Le Français avait su conquérir le cœur de ses supporters et faire aimer des joueurs qui vont sans doute réagir dans l'après-midi. On attend des réactions ici à Madrid de la part des observateurs du football et du Real Madrid. Et en plus, on le sait bien sûr, Madrid, c'est une grande ville de football. Cette année, le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions, la 3e consécutive. L'Atlético Madrid, l'autre club, a remporté la Ligue Europa. Madrid, bien sûr, capitale de l'Europe. Et Margot, Zinedine Zidane était arrivé il y a 2 ans et demi. Vous qui connaissez bien les Madrilènes, il était vraiment rentré dans le cœur des supporters du Real. Oui, absolument. C'est vrai qu'il a une histoire particulière avec ce club en tant que joueur. Il vit ici depuis très longtemps. Les Espagnols attachent beaucoup d'importance au fait qu'ils vivent dans le pays, qu'ils soient proches d'eux, proches des supporters, qu'ils parlent espagnol. Tout ça sont des petits détails a priori, mais vraiment c'était un entraîneur qui avait su s'attacher l'amour des supporters et il va beaucoup manquer au club qui devrait réagir un peu plus dans les prochaines heures. Merci beaucoup Margot Subra-Gomez, on vous retrouve bien sûr un peu plus tard. On est en ligne maintenant avec notre chroniqueur des sports ici à France 24, Benoît Perrochet. Bonjour Benoît, je le disais avec Margot, personne ne s'attendait à une telle décision. Le Real Madrid et Zinedine Zidane qui reste sur 3 victoires consécutives en Ligue des Champions, c'est bien sûr inédit depuis plus de 25 ans Benoît. Absolument Florent, Zinedine Zidane. Qui a encore surpris tout le monde aujourd'hui en convoquant cette conférence de presse surprise. Il est habitué, Zinedine Zidane, Florent, des départs fracassants. Souvenez-vous, lorsqu'il a arrêté sa carrière en tant que joueur, il a fini sur une finale de Coupe du Monde France-Italie dans la nuit de Berlin en 2006. Il avait marqué cette fameuse Panenka, ce penalty, et puis exclu ce carton rouge en finale, ce coup de tête face à Marco Materazzi. Il ne fait rien comme tout le monde, il fait tout plus vite que tout le monde, Zinedine Zidane. Florentino Pérez, le président du Real, qui a pris sa décision hier, il était impossible pour lui de le faire changer d'avis. On retiendra cette phrase quand même, Florent, parce que je pense que c'est la phrase à retenir de cette conférence de presse de Zinedine Zidane. Il était fatigué d'entraîner au jour le jour dans un club comme le Real Madrid qui est tellement exigeant. Les objectifs en début de saison pour un club comme le Real, 13 fois vainqueur de la Ligue des Champions, c'est de remporter la Liga, c'est d'aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Il y a une pression énorme dans ce club-là. Et bien Zinedine Zidane, il estime toujours que ce club a besoin de changement, a besoin d'un autre discours, d'une autre méthode pour continuer à gagner. Zidane qui a pris son temps pour devenir entraîneur. Vous vous souvenez, il a passé ses diplômes en France alors qu'il aurait pu un brevet d'État, l'équivalent d'un diplôme Bac plus 4. Il a été ensuite l'entraîneur de Carlo Ancelotti, l'entraîneur adjoint auprès de l'Italien avant d'entraîner la Castilla, cette équipe de jeunes au Real Madrid. Et puis, il a pris ce poste tellement prisé au Real Madrid, mais comme je vous le disais, avec tellement de pression en janvier 2016, il a succédé à Rafael Benitez, l'Espagnol, qui était en conflit avec le vestiaire de ce Real Madrid. Il a remis de l'ordre dans ce vestiaire peuplé d'ego évidemment surdimensionné, puisque dans ce vestiaire, on trouve des joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Sergio Ramos ou encore
Karim Benzema. Ces joueurs-là, ils ont envie de quelqu'un avec un vrai charisme et son discours, il est passé auprès de ces joueurs-là. 3 Ligues des Champions de suite tout de même, Florent, pour Zinedine Zidane. Ça, c'est évidemment une première dans l'histoire qu'un entraîneur remporte 3 fois la plus prestigieuse des compétitions européennes avec le même club. Il ne faut pas oublier non plus le doublé Coupe Championnat en 2017. Ce club qui représente tellement pour Zinedine Zidane, c'est le club de son cœur, il l'a répété, sa maison. Zinedine Zidane qui n'a pas connu beaucoup de clubs en tant que joueur, Cannes, Bordeaux, la Juventus, le Real Madrid, où il a joué entre 2001 et 2006, où il avait remporté la Ligue des Champions en 2002 avec cette fameuse volée en finale face au Bayer Leverkusen. Et puis le club de son cœur, évidemment, comme je vous le disais, mais c'est un club également où ses 4 fils, Enzo, Lucas, Théo et Elias, ont tous été formés. Donc voilà, il y a un vrai lien affectif. C'est sa maison et il l'a répété d'ailleurs, le Florentino Pérez, le président du Real. Il sera le bienvenu s'il veut revenir. Benoît, Zinedine Zidane a donc annoncé qu'il ne cherchait pas d'autres clubs, mais on se pose bien sûr la question de Zinedine Zidane avec l'équipe de France. Que va-t-il faire maintenant, même si on ne le sait pas? Vous pensez qu'il va peut-être attendre 1-2 ans avant de prendre peut-être les rênes de l'équipe de France? Je pense qu'il va regarder attentivement la prochaine Coupe du Monde, l'équipe de France qui est en ce moment même en plein rassemblement, en pleine préparation de ce mondial en Russie du côté de Clairefontaine, en banlieue parisienne. Évidemment, l'équipe de France, comme pour Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur des Bleus, l'équipe de France, ça représente énormément de choses pour Zinedine Zidane, qui a remporté la Coupe du Monde en 98, qui a été champion d'Europe avec les Bleus en 2000. Évidemment, on estime, on imagine que c'est dans un coin de sa tête. Il va sans doute pas, et très certainement pas parler avant le début de la Coupe du Monde pour ne pas déstabiliser évidemment ce groupe français et le sélectionneur en place. Mais ça reste, et ça on en est quasi certain, dans un coin de sa tête et l'un des objectifs de sa carrière d'entraîneur. Quand il dit qu'il était fatigué d'entraîner au jour le jour, c'est fatigué d'entraîner avec le club. Vous n'entraînez pas au jour le jour lorsque vous êtes en sélection. Donc c'est peut-être, oui, une sélection, le prochain objectif de Zinedine Zidane. Et cette sélection, ce sera bien sûr l'équipe de France qui imagine une autre sélection entraînée par Zinedine Zidane. Merci beaucoup Benoît d'être intervenu sur notre antenne. Et on va tout de suite écouter la personne de la journée, le Français de la journée, Zinedine Zidane, qui a donc annoncé son départ du Real Madrid après 2 ans et demi et 3 Ligues des Champions sur le banc du club merengue. On l'écoute. J'ai pris la décision de ne pas continuer à entraîner l'équipe du Real Madrid pour la saison prochaine. J'ai parlé au président pour lui expliquer mon point de vue. Et je pense que c'est le bon moment pour tout le monde. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce départ de Zinedine Zidane du Real Madrid. Information bien sûr sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. On revient au reste de l'actualité. C'est sa première visite à Pyongyang depuis 2009. Sergueï Lavrov est arrivé ce jeudi dans la capitale nord-coréenne. Le chef de la diplomatie du Kremlin a été reçu par Kim Jong-un en personne. Dans 2 semaines, Donald Trump doit a priori rencontrer le dirigeant nord-coréen à Singapour. Une chose est sûre, dans cette période d'effervescence diplomatique, la Russie veut tirer son épingle du jeu. On écoute tout de suite Sergueï Lavrov. Il est clair que pour nous, toute décision concernant le problème nucléaire et tout autre programme nord-coréen ne peut aboutir sans la levée des sanctions. Et ce qui adviendra dépendra de ceux qui seront à la tête des négociations, mais ces négociations ne peuvent être réglées à l'issue d'une seule réunion. Personne ne peut régler le problème de la dénucléarisation en une seule séance. Alors, pourquoi la Russie a-t-elle tant intérêt à jouer un rôle dans ce processus? À Moscou, la correspondance de Natacha Vesnitch. La Russie veut peser sur la scène internationale et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle veut jouer un rôle dans ce dossier majeur. Elle sait
que Washington et Pékin seront les principaux acteurs dans le processus de dénucléarisation, mais Moscou veut tout de même faire entendre sa voix et ne pas se faire éclipser par l'initiative américaine. Ensuite, il faut bien comprendre que la péninsule coréenne se trouve tout près de Vladivostok. La Corée du Nord a même une frontière avec l'extrême-orient russe, donc Moscou n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une escalade de la violence entre les deux Corées. Et puis la Russie y voit aussi son intérêt économique avec plusieurs projets. Il y a celui d'un pipeline transportant du gaz russe en Corée du Sud, mais en passant par la Corée du Nord, et puis également celui d'un train entre les deux Corées qui pourrait rejoindre le transsibérien. Bref, vous l'avez compris, Moscou a tout intérêt à voir une péninsule coréenne pacifiée, apaisée, dénucléarisée. Dans l'actualité également, la date butoir, c'était le 31 mai. Aujourd'hui donc, en Tunisie, le gouvernement a finalement autorisé la poursuite des travaux de l'IVD. Depuis des années, l'instance Vérité et Dignité recueille des documents pour traduire devant la justice les figures de l'ancien régime. Elle a déjà récupéré plus de 62 000 dossiers, entendu près de 50 000 personnes. Bonjour Jérôme Heurtaud. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris-Dauphine. Je le disais, le mandat de cette instance a donc été prolongée. Pourquoi autant d'incertitudes autour de son sort finalement ? Bon, d'abord, comme vous le savez, la loi une loi organique d'ailleurs qui organise le fonctionnement de la justice traditionnelle, de l'instance Vérité et Dignité, prévoyait que cette instance existe pendant 4 ans. On est arrivé au bout des 4 ans et la loi permettait quand même 1 an de prolongation. Ce que souhaitait la présidente de l'instance et les membres de cette instance et une partie de la société civile, ce que ne souhaitaient pas autant les représentants de l'État qui, en fait, craignent un petit peu les membres du Parlement qui ont donc voté contre. Et les membres du Parlement, enfin une partie des membres du Parlement, c'est un principe de majorité qui l'a emporté. Du coup, suite à si vous voulez, des réactions nombreuses de part et d'autre pour prolonger l'instance, et puis des négociations avec le gouvernement, il a été décidé en fait de laisser l'instance travailler jusqu'à la fin de cette 5e année de mandat. Qui a intérêt à ce que cette instance ne travaille plus ? Tous ceux qui pourraient être l'objet d'accusations et de procès judiciaires. Cette instance, en fait, dans le cadre de la justice traditionnelle, a le pouvoir de transmettre à des chambres spécialisées, qui sont des cours, il y en a je crois 13 en Tunisie, qui ont été créées exprès, ex nihilo depuis quelques années, mais dans lesquelles il y a des juges judiciaires, des juges de la magistrature, des personnels de l'appareil de justice, qui auront donc tout loisir à juger des cas qui auront été préparés par l'IVD, et effectivement l'IVD l'a fait. Je crois qu'à l'heure actuelle, elle a dû transmettre une 30aine de dossiers auprès d'un certain nombre de chambres spécialisées, et les mises en accusation sont assez importantes. Sont accusés des tortionnaires, des policiers, des sécuritaires, si vous voulez, du niveau le plus élémentaire, des cadres de l'appareil sécuritaire, et aussi quelques cadres politiques, ministre de l'Intérieur et président de la République à l'époque, Ben Ali. Donc tous ceux qui, si vous voulez, pourraient être amenés à être accusés, évidemment, ne sont pas du tout d'accord avec ce processus. Et puis il y a aussi en Tunisie, quand même, il faut bien le reconnaître, de la part d'une partie des cadres de l'État, qu'ils soient ou non, eux, responsables de quoi que ce soit sous l'Ancien Régime, une partie de ces gens qui sont très très réticents à aller remuer la boue, en quelque sorte, du passé. La justice traditionnelle en Tunisie, depuis 2013, a suscité énormément de controverses. Il faut quand même rendre justice, voire hommage au travail de l'IVD, qui, depuis 4 ans, contre vents et marées, est allé au bout de sa mission, avec évidemment des limites sur lesquelles on pourra revenir, mais est allé au bout quand même de son engagement. Justement, quelles sont ces limites ? Les limites, si vous voulez, c'est qu'elle a reçu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, quelque chose comme 63 000 62 000 dossiers, entendu près de 50 000 personnes. Et entendu des personnes. Sachant que les dossiers ne correspondent pas forcément à une personne. Ça peut être une famille, ça peut être une région, ça peut être un groupe de gens, un groupe de militants, par exemple, islamistes qui auraient été torturés à la même période. Pour revenir sur les limites.
Alors, sur les limites, tout simplement que 60 000 dossiers, pour l'instant 30 dossiers transférés à la justice. Peu d'efficacité, finalement, c'est ce que vous dites aujourd'hui. En fait, c'est difficile de faire plus, mieux et autrement. On peut faire plus, mais transmettre 60 000 dossiers à la justice pour qu'ensuite elle statue avec son rythme à elle sur ces cas, ça semble quand même complètement irréaliste. Donc, il y a des limites d'abord parce qu'effectivement, l'ampleur n'est pas peut-être l'ampleur imaginée initialement, mais en même temps, encore faut-il être réaliste. Il y a d'autres limites qui tiennent aussi au fait que on ne sait pas ce que ces procès vont faire advenir. Est-ce qu'il va y avoir des condamnations? La justice va-t-elle être encline vraiment à aller au bout des affaires? Et puis plus généralement, la mission de l'IVD, c'était pas seulement transférer à la justice des dossiers d'accusation, c'était aussi faire la lumière sur le passé. Sur ce plan, elle a fait vraiment énormément de choses, des audiences publiques, elle a suscité un regard controversé, nouveau, renouvelé sur le passé du bénalisme et du bourguibisme. Elle a également quand même, et ça il faut le reconnaître, et c'est d'ailleurs sa mission, puisqu'il va falloir qu'elle rende un rapport à la fin de l'année, fait une liste des victimes. Donc c'est quand même reconnaître ces personnes comme victimes. C'est pas seulement un chiffre, c'est pas seulement 60 000 personnes, c'est 60 000 identités, individus ou groupes, si vous voulez, qui vont être, de ce point de vue-là, reconnus comme tels, avec toute une série de réparations aussi que le gouvernement devra mettre en œuvre suite à la remise du rapport de l'IVD à la fin de l'année. Vous qui connaissez bien le pays, est-ce que les Tunisiens attendent beaucoup justement de cette IVD? Difficile à dire, vous savez, les Tunisiens, ils attendent beaucoup de choses, évidemment, ils attendent surtout, à mon avis, ils attendent aussi, et peut-être de manière prioritaire d'ailleurs, que les questions sociales soient enfin mises sur la table, que les problèmes économiques soient réglés, que l'inflation ne soit pas aussi importante, que le chômage baisse, etc. Mais ils attendent aussi, je ne peux pas parler au nom de tous les Tunisiens, parce qu'encore une fois, il y a des oppositions. Je crois quand même que, d'une manière générale, à l'heure où l'IVD commence un tout petit peu à ranger ses cartons et à transmettre d'ailleurs aux archives nationales l'ensemble des documents et des matériaux qu'elle aura pu réunir, je pense qu'elle peut quand même être fière de ce bilan et que les Tunisiens, même si tous ne s'en sont pas saisis, de ce travail de mémoire aussi, qui est propre à ce travail de l'IVD, peuvent être quand même très très fiers du travail accompli, parce que tous les pays qui ont connu un changement de régime n'ont pas connu ce type de réalisation. Et encore une fois, contre les résistances, les réticences, et plus encore de la part de l'État. Le président de la République lui-même était hostile au travail de l'IVD. Il a souhaité d'ailleurs en 2015, proposer une loi sur la réconciliation dite économique qui visait à amnistier des hommes d'affaires, qui visait également à ne pas poursuivre des hauts fonctionnaires qui avaient pourtant, les uns et les autres, pendant la période précédente, participé à des affaires de corruption, à des actes de corruption. Et cette loi de réconciliation économique a suscité tellement de réactions, tellement de mobilisation contre, que finalement, elle est devenue, alors elle a certes été adoptée, mais sous une forme rabotée, une loi de réconciliation dite administrative, qui ne concerne finalement que les hauts fonctionnaires et plus les hommes d'affaires, l'année dernière. Donc, c'est comme si vous voulez, le président de la République, malgré sa culture politique, malgré ses attentes et ses proclamations en matière de réconciliation, et puis parce qu'il incarne aussi cette idée un peu tunisienne, vous savez, du pays sans bruit, où quand même c'était pas si mal avant, même s'il y a eu quelques limites, etc. En fait, il a dû faire face, il a dû faire avec, la société tunisienne, dans toutes ses composantes et ses contradictions, dont une partie, justement, a su lui dire, nous n'en voulons pas de cette réconciliation, l'IVD fait un travail qui peut amener à cette réconciliation, mais cette réconciliation n'adviendra pas sans le travail indépendant de l'IVD. Merci Jérôme Morteau d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Dans l'actualité également, les Européens redoutent l'annonce. Donald Trump devrait officiellement instaurer dans la journée des droits de douane sur l'acier et l'aluminium provenant du vieux continent. Des taxes américaines qui seraient, je cite, injustifiées et dangereuses. Propos de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qui appelle Washington à faire preuve de sagesse. Julien Cheida. Une poignée de main polie, mais un sourire figé pour Bruno Le Maire. Car à Bercy, ce matin, le secrétaire d'État américain est certainement venu lui annoncer ce que l'Union européenne redoute, la mise en place des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Des taxes qui s'élèvent respectivement à 25 et 10%. Ces mesures concernent aussi le Canada et le Mexique. Et ce scénario, Emmanuel Macron veut l'éviter à tout prix. Les réponses unilatérales et les menaces de guerre commerciale ne régleront rien
des graves déséquilibres du commerce mondial. Les derniers qui ont mené des guerres commerciales bilatérales, parfois les mêmes, ont vu les prix augmenter et le chômage monter. Le président français propose une réforme de l'Organisation mondiale du commerce et l'instauration de nouvelles règles commerciales. La réforme inclurait évidemment les États-Unis, mais Washington balaye cette proposition de la main. Nous avons tendance à favoriser le bilatéralisme au multilatéralisme dans nos négociations pour plusieurs raisons précises. Tout d'abord, les négociations multilatérales prennent énormément de temps avant d'aboutir à des résultats. Et notre conception de l'urgence est loin de l'idée de 6 ou 8 années de négociations. En cas d'instauration des droits de douane, Bruxelles envisage en réponse de taxer plusieurs produits américains comme les jeans ou le beurre de cacahuète. Bonjour Ali Laïdi. Bonjour. Merci d'être là. Rappelez-nous d'abord pourquoi Washington veut imposer ces taxes. Il suffit de regarder tout simplement ce chiffre, il est super important, c'est le déficit américain, 566 milliards de dollars, jamais atteint depuis 2008. Donc forcément, les États-Unis ont besoin de faire rentrer de l'argent. Donc on va aller taxer l'acier, on va aller taxer l'aluminium. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, nous dit Trump depuis un certain nombre de semaines. Il nous dit aussi que c'est une question de sécurité nationale. En fait, c'est un prétexte, parce que pour pouvoir mettre ces taxes-là, il va falloir à l'OMC le défendre. Et la seule solution pour faire passer ce genre de choses, c'est évidemment de mettre en avant la sécurité nationale. Est-ce que Donald Trump, du coup, a ouvert un nouveau front dans cette possible guerre commerciale? Oui, il en a ouvert un autre. Il les multiplie. Et puis celui-là, regardez, c'est l'automobile. Eh oui, l'automobile contre, là encore, la sécurité nationale. C'est ce que nous dit le président Trump. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des différences entre les États-Unis et la France. Une automobile européenne qui rentre aux États-Unis est taxée à 2,5%. Une automobile américaine qui rentre dans l'Union européenne est taxée à 10%. 4 fois plus. 4 fois plus. Mais attention, sur les pick-up et sur les camionnettes, c'est l'inverse. Le rapport, c'est 14% d'un côté et 25% de l'autre côté en faveur donc des États-Unis. C'est vrai que les États-Unis perdent des parts de marché dans l'automobile. Sur les 20 dernières années, on est passé de 32 à 48% les automobiles importées sur le marché américain. Donc c'est vrai qu'il y a des pertes de marché. Exactement. Voilà. Et donc il y a un vrai problème sur l'automobile. De là à relier l'automobile à la sécurité nationale, là encore, ça va être difficile à faire passer. C'est peut-être un peu gros. On comprend finalement pas très bien la position des États-Unis, Ali, puisqu'ils s'attaquent à ses alliés européens, alors que dans le même temps, ils s'entendent avec la Chine, qui est plutôt un ennemi à la base. C'est clair qu'on comprend pas bien la stratégie, s'il y en a une, de stratégie du président Trump. En effet, on comprend pas pourquoi, alors que, souvenez-vous, au début de son mandat, il y allait contre la Chine. Très offensif, donc, en effet. Là, en effet, on semble y avoir une petite entente sino-américaine. Alors, vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation sur la guerre commerciale, parce qu'elle était annoncée depuis un certain nombre de mois, etc. Et depuis 10 jours, ils avaient dit, non, il y aura peut-être une armistice avec la Chine. En fait, non, c'est reparti. Le président Trump a annoncé mardi dernier qu'il allait retaxer sur l'équivalent de 50 milliards de dollars d'importation qui viennent de Chine. Ensuite, pas d'accord sur les subventions chinoises à l'économie. C'était aussi un gros dossier là, que les Américains tenaient contre la Chine. On n'a pas vu. Armistice, pour l'instant, ils n'en parlent pas. Et puis, pas d'accord non plus sur les transferts de technologie. Souvenez-vous, le président Trump avait expliqué que les Chinois, via l'obligation de créer des joint ventures en Chine, piquaient les technologies américaines. Là encore, silence sur... Donc, on semble s'entendre là entre la Chine et l'Amérique. Et d'ailleurs, le responsable du commerce sera à Pékin mercredi prochain pour là encore essayer d'apaiser le dialogue commercial avec la Chine. Alors du coup, comment réagit-on en Europe? Je vous lis juste la dernière dépêche. Angela Merkel, l'Europe répliquera de façon décidée et unie. Évidemment, c'est tout sauf une surprise, Ali. Oui, mais sincèrement, en ce moment, les Européens, ils sont
tétanisé par rapport à l'approche de Trump, à sa manière d'agir. Alors, il y a plusieurs dossiers qui posent problème. Évidemment, le désaccord sur l'Iran, ils ne savent pas comment s'y prendre, parce qu'évidemment, les États-Unis annoncent des sanctions contre les entreprises européennes. Et on rappelle que juste 3 pays sont signataires, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. L'affrontement commercial, qui en ce moment et qui va sans doute se développer, l'affrontement aussi sur la protection des données, je suis venu vous en parler hier, et le fameux Cloud Act, une loi qui a été discrètement votée le 23 mars par Donald Trump et qui remet en cause la protection de nos données. Donc voilà, alors quelle est la position de l'Europe ? C'est clair que l'Europe prétend depuis le sommet de Sofia il y a quelques semaines qu'elle était unie et solidaire. Mais non, on sent qu'elle se déchire petit à petit. Et c'est pas hasard ce que vous venez de dire sur Angela Merkel. Qui a le plus à perdre, notamment sur l'automobile ? Évidemment, les Allemands. Vous avez entendu aussi un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe, notamment la Pologne, qui dit qu'il ne faut pas être trop dur avec les alliés américains, notamment sur le dossier de l'Iran. Donc, c'est clair, le président Macron l'a dit, ce qui se passe en ce moment, c'est un test pour la souveraineté de l'Union européenne. Et on rappelle que dans la journée, Donald Trump doit donc annoncer l'instauration officielle ou pas de taxes sur l'acier et l'aluminium provenant du vieux continent. Merci beaucoup Ali Laïdi. Il est 13h54. Je vous rappelle l'information de cette dernière demi-heure. Zinedine Zidane quitte le Real Madrid. Le coach français du club merengue le quitte donc après 2 ans et demi passés sur le banc. 3 Ligues des Champions, 1 championnat. C'est bien sûr un coup de tonnerre et nous allons bien sûr revenir sur cette information dans notre prochaine édition de Paris Direct. Ce sera dans moins de 5 minutes avec Julien Fanchouli. Restez avec nous sur France 24.